Depuis mardi 9 avril, le journaliste et directeur de publication du journal La Dépêche est remis en liberté par la justice togolaise. Il reste cependant sous contrôle judiciaire. C'est ce qu'a fait savoir son avocat, maître Darius Achou. Le journaliste avait été écroué depuis le 28 mars 2024 suite à un article sur la mort d'un colonel de l'armée et le jugement qui s'en est suivi de la part du tribunal militaire de Lomé. Selon les autorités judiciaires, 7 chefs d'accusation sont retenus contre lui, entre autres la conception et publication de fausses informations aux fins d'inciter la population ou l'armée à se soulever contre l'État. Au nom de ce même article, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avait suspendu le journal pour 3 mois pour incitation à la haine tribale, appel à l'affrontement ethnique entre officiers de l'armée. À sa libération, le journaliste a passé 2 jours en garde à vue et 10 jours en détention. Désormais, les foules d'amis et membres de famille qui accompagnent un proche à l'aéroport de Lomé ne sont plus autorisés. L'aéroport international Gnassingbé Eyadema a changé les donnes. En effet, de nouvelles mesures sont introduites pour désencombrer le hall d'enregistrement. Chaque passager en partance de l'aéroport de Lomé ne pourra être accompagné que par un maximum de 2 personnes dans le hall d'enregistrement. Selon le colonel Dimini Alahar, directeur général de la SALT, cette nouvelle mesure est prise dans le souci d'atténuer les risques de sécurité, de sûreté et d'éviter les encombrements du hall d'enregistrement. Cela permettra de viser également une meilleure fluidité dans le processus d'enregistrement et une aisance dans le déplacement des personnes dans le hall de l'aéroport. Rappelons que selon la mesure, chaque accompagnateur d'un voyageur doit présenter une pièce d'identité valide avant d'être accepté dans le hall. Par ailleurs, l'aéroport international de Lomé, principale plateforme aéroportuaire du pays, a enregistré en 2023 plus d'1 million de voyageurs. Pour l'année 2024, le ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat a obtenu un budget prévisionnel de plus de 190 millions de francs CFA. Ce financement est pour la 4e fois consécutive le plus élevé de tous les ministères du gouvernement togolais. Le budget de cette année surpasse celle de l'année antérieure de 9%. Il s'élevait à 175 milliards de francs CFA en 2023. Selon le dit ministère, ce budget servira à créer un système éducatif inclusif, exempt de discrimination, respectant les droits et garantissant des opportunités d'emploi pour les diplômés. Rappelons que l'objectif poursuivi par le ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat est la construction de 30 000 salles de classe d'ici 2030. Depuis 2012, la détérioration de la situation sécuritaire dans le Sahel a entraîné le déplacement forcé de plus de 4 millions de personnes vers le sud en direction des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de ces dernières années, ces mouvements se sont accrus en raison de la complexité du contexte sécuritaire dans certains pays de la sous-région. Selon les statistiques des organismes de défense et de protection des réfugiés, plus de 70 000 Burkinabés ont migré vers le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les pays refuges sont confrontés à un double problème, la protection des réfugiés et la sécurité nationale. Pour ces pays, la préoccupation n'est pas de recevoir des réfugiés, mais comment les recevoir et en même temps, comment préserver l'impératif de la sécurité nationale. La préoccupation a été au centre d'une rencontre des experts en sécurité et protection sociale. Il s'était agi d'identifier les défis concrets auxquels sont confrontés les États en matière d'asile dans le contexte sécuritaire actuel. En 2023, le Haut Commissariat aux réfugiés et le programme d'urgence dans les savanes ont enregistré ensemble plus de 23 000 réfugiés. La junte malienne a publié un décret mettant fin aux activités des partis politiques. C'est ce qu'a annoncé mercredi soir le porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga dans un communiqué lu à la télévision d'État. Le décret suspend jusqu'à nouvel ordre toutes les activités des partis politiques et des associations à caractère politique, pour des raisons de maintien de l'ordre, précise le communiqué.
Ce décret intervient après que plus de 80 partis politiques et groupes civils ont publié le 1er avril dernier des déclarations communes appelant à des élections présidentielles dès que possible et à la fin du régime militaire. En juin 2022, la junte a annoncé que des élections présidentielles auraient lieu en février et que le pouvoir serait transféré aux civils le 26 mars. Mais les élections ont été reportées et la junte n'a donné aucune autre indication sur ses intentions. Dizaines d'écolières à l'adolescence volée. Elles font partie des 276 jeunes filles enlevées par les terroristes de Boko Haram le 14 avril 2014. Grace, elle, a été relâchée après 3 ans de captivité. Elle refusait de se marier à l'un de ses ravisseurs, ce qui l'a conduit à devenir une esclave. Ces gens ont détruit ma vie. S'ils ne m'avaient pas emmenée dans la brousse, ma vie aurait été bien meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Depuis, Grace a repris des études. Elle espère devenir infirmière. Un avenir que plusieurs dizaines de ces jeunes femmes enlevées ne peuvent pas envisager. Elles n'ont retrouvé ni leur vie d'avant, ni leur famille. Marie Chetima attend toujours sa fille, une mère désemparée mais qui garde l'espoir de revoir son enfant un jour. Malgré toutes ces années, le traumatisme reste intact. Si j'entends des pas à la porte, je pense toujours que c'est ma fille qui revient. Parfois, je relâche mes cheveux et je l'imagine en train de me les tresser. J'ai attendu et attendu. Impossible pour toutes ces familles de tourner la page, d'autant plus que les stigmates de l'enlèvement sont toujours bien visibles. Les décombres de l'école témoignent encore de la violence de l'attaque de Boko Haram. Voici les dortoirs qui ont été incendiés par les insurgés le 14 avril. Là-bas aussi, ce sont les dortoirs. Un peu plus loin derrière, près de ce manguier, se trouvent les classes pour les lycéens. Elles ont aussi été détruites et incendiées par les insurgés. Très vite après cet enlèvement d'une ampleur à l'époque inédite, la planète entière se mobilise. Les peuples manifestent, des stars mondialement connues appellent à la libération des adolescentes. Mais 10 ans ont passé et certains militants dénoncent désormais une indifférence à l'égard des écolières de Chibok. Le gouvernement les a laissés tomber. La communauté internationale les a laissés tomber. Tout le monde a laissé tomber les filles. Cela ne fait aucun doute. Un désintérêt alors que Boko Haram sévit toujours au Nigeria. Le 7 mars dernier, 130 écoliers ont été kidnappés par des hommes armés dans le nord-ouest du pays, puis libérés quelques jours plus tard. Un an après le début de la guerre au Soudan, des milliers de personnes déplacées qui souffrent du manque d'aide et des conditions précaires sont au bord de la famine. À Omdurman, dans un ancien bâtiment scolaire transformé en camp de personnes déplacées, les adultes peinent à nourrir convenablement les enfants. Nous avons un problème avec les enfants qui ont des problèmes de croissance et de nutrition parce qu'ils ne mangent pas la nourriture qui leur convient. La plupart des plats sont composés de lentilles, de riz, de bouillie et parfois nous préparons des lentilles avec du gombo. Dieu merci, il y a maintenant une organisation qui fournit des repas, probablement composés de compléments alimentaires, aux enfants de moins de 5 ans. Les agriculteurs se sont également plaints du manque de ressources et de financement qui entravent les efforts de production alimentaire. L'augmentation du coût des engrais, la chute du prix des récoltes et le manque d'irrigation ou de travailleurs causent aussi un souci. Le financement du fonctionnement de la ferme est devenu très coûteux. Le coût des engrais a atteint 35 000 livres soudanaises, soit $32, et les récoltes ne valent plus rien aujourd'hui. Les guerres nous ont affectés et l'économie s'est détériorée, les problèmes ont augmenté et il n'y a pas d'argent liquide. Les agents de sécurité ne travaillent pas et les ingénieurs agricoles ne permettent pas à l'eau d'arriver jusqu'à nous. Tout cela nous a affectés, en plus de la guerre, et nous les agriculteurs devons rester debout 2 ou 3 jours pour irriguer 1 hectare.
Environ 3,5 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, dont plus de 710 000 de malnutrition aiguë sévère, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. Dans la distribution de l'aide, nous considérons les États de Khartoum et du Darfour occidental comme les plus touchés et nous leur fournissons du matériel de secours, des médicaments, un soutien physiologique et des soins médicaux en général, ainsi que des soins environnementaux, y compris l'enterrement des cadavres. La guerre a éclaté à la mi-avril 2023 lorsque des tensions latentes entre l'armée du pays présidée par le général Abdel Fattah el-Burhan et les fameuses forces de soutien rapide commandées par le général Mohamed Hamdan Daglo ont débouché sur des affrontements dans les rues de Khartoum avant de se propager ailleurs dans le pays. Quartier El Marg, au nord du Caire. Abdallah Sow est le représentant des quelques 6000 Guinéens du pays. Chaque semaine, certains de ses compatriotes sont arrêtés, faute de papiers en règle. Depuis le mois d'octobre, nous avons constaté des arrestations massives des étrangers, en particulier la communauté guinéenne d'Égypte. Quand même, il y a la peur au ventre, parce que quand tu sors dehors et que tu tombes sur cette brigade qui arrête, ils sont tous en civil, on t'embarque. Joséphine est arrivée légalement en Égypte il y a plus d'un an. Son visa est expiré et est sans papier depuis quelques mois. Plusieurs de ses amis ont été arrêtés. On est maltraité au travail, dans la rue aussi on est maltraité. Il y a beaucoup de personnes en prison actuellement. On peut compter à plus de 60 personnes. Ils sont en prison. Donc actuellement, si on veut sortir, on sort pendant la nuit pour aller faire les achats. Après, on revient. Parce que quand tu sors pendant la journée, tu peux te faire arrêter par la police. Depuis le mois d'août, la régularisation coûte $1000. Un dilemme pour ces migrants qui ne sont payés qu'en livres égyptiennes. Ce chercheur d'une ONG condamne cette nouvelle loi. Quand quelqu'un paye ce montant, que ce soit à la banque ou au marché noir, il n'a même pas le droit de travailler. Donc même s'ils payent ce montant, ils n'ont aucun privilège. Ça ne sert que les intérêts du pays. Plus de 9 millions d'étrangers vivent aujourd'hui en Égypte. Cette nouvelle réglementation rend leur présence sur le territoire de plus en plus difficile. Dans une opération menée par les forces spéciales russes, 2 individus suspectés de planifier des attaques terroristes ont été abattus lors d'une fusillade dans le sud du pays, a annoncé jeudi le Comité national antiterroriste. L'affrontement a eu lieu en périphérie de Nalchik, la capitale de la République kabardino-balkarie, où les suspects encerclés ont ouvert le feu sur les forces du service fédéral. Bien que les détails des actions projetées par les suspects n'aient pas été divulgués, cet incident intervient dans un contexte de sécurité renforcée, notamment après l'attentat terroriste du 22 mars dernier par des tireurs dans une salle de concert de Moscou, causant la mort de 145 personnes. Revendiquée par une filiale du groupe État islamique, cette attaque soulève à nouveau les inquiétudes concernant les attaques terroristes dans la région du Caucase du Nord, où l'extrémisme islamique se développe depuis des décennies.